sur ce texte qui est, à mes yeux, un texte extrêmement important, stratégique, à la fois à l'égard de la protection des êtres les plus vulnérables, mais aussi de l'image que les citoyens européens peuvent donner de l'Europe. Je pense qu'on a suffisamment attendu et je remercie la Commission d'avoir fait cette présentation sur laquelle les collègues viennent à l'instant de rebondir. Et je pense qu'il y a une forme d'urgence quand même parce que ce dossier, c'est vrai qu'on est accablé par le nombre de dossiers qui sont tous importants, mais pour celui-ci, on a mis quand même beaucoup de temps, alors même que les uns et les autres, nous avons été alertés à la fois par les situations dans nos États membres, mais aussi par le caractère urgent à travers les rapports des ONG, à travers les éléments qu'Europol a pu nous donner ici ou là et à travers les connaissances générales qu'on a pu avoir du contenu de ce domaine qui est pas seulement accablant. Anna Maria l'a rappelé tout à l'heure très largement. Ce qui se passe sur les réseaux et hors ligne est absolument répugnant et par certains côtés absolument monstrueux. Et je crois qu'Anna Maria a très bien fait de dire qu'il ne s'agit pas de dévier la problématique de la liberté sur le net ou pas, mais de bien cibler nos travaux et l'usage des bonnes pratiques et de l'accompagnement des États membres sur la nature absolument criminelle de ces atteintes et de ces violations de ces violations aux droits, de ces violences sexuelles portées aux enfants. Alors deux salves de questions très rapidement, même si on est un peu à la bourre étant donné l'heure. Le rapport est très clair et vous dites d'ailleurs avec beaucoup de réalisme qu'il reste beaucoup à faire. Je cite les termes du rapport pour que la directive atteigne son plein potentiel par l'application intégrale de toutes ces dispositions par les États membres. Alors cela en matière de prévention, en matière d'assistance, de réponse pénale, mais en même temps, je le redis, la directive elle a presque 6 ans. On s'aperçoit que sa transposition elle est faite, mais avec de telles disparités entre les articles à l'intérieur de la directive que ça donne une espèce de patchwork foisonnant et pas très efficace. Et enfin, peut-être que ça l'est, mais donc il doit y avoir sans doute un certain nombre d'obstacles majeurs qui justifient ce retard à l'allumage par rapport à une situation qui est tellement prioritaire. Alors sur le signalement, donc est-ce qu'il y a des obstacles? Et ensuite sur la question du signalement des contenus que vous avez évoqué également tout à l'heure et des moyens mis en place par les États par rapport à ces contenus, c'est-à-dire les fameuses hotlines. Vous l'avez dit, mais il y a plusieurs modèles à la fois des ONG, des organismes publics, des organismes privés. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait un modèle qui marchait mieux qu'un autre en ce qui concerne la nature juridique de l'outil utilisé? Pas nécessairement le pays, mais est-ce que l'outil, parmi ces outils, est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace? Deuxièmement, est-ce que les hotlines sont suffisamment équipées? J'ai entendu récemment dans un événement il y a quelques mois que les hotlines ne sont pas autorisées à visionner les contenus. Alors, je me demande comment elles peuvent agir si elles ne peuvent pas voir la monstruosité des images. Et puis, il y a aussi la question du financement. Moi, tous les acteurs que j'ai rencontrés m'ont expliqué que parfois, ils ont un financement et puis après, c'est terminé. Donc, je pense que c'est un aspect très important pour accompagner correctement les États membres. Et enfin, pour conclure, dernière question finale. Aux États-Unis, la loi impose la technique de, entre guillemets, l'ADN des contenus. C'est-à-dire, ça permet de retracer un contenu où l'ADN était apposé. Et c'est-à-dire, à ce moment-là, on peut multiplier les chances de mettre un terme à ces violations, de protéger les victimes, et évidemment les enfants, mais aussi de poursuivre les criminels. Et cela dans le domaine de la pédopornographie et de l'exploitation sexuelle. Est-ce que cette technique est déjà utilisée en Europe ou comment? Quels sont les résultats? Est-ce qu'on ne devrait pas, si ça marche bien, la généraliser? Parce que ça traquerait vraiment ces criminels et ça leur ferait peut-être un petit peu peur. Enfin, ils inventeraient peut-être autre chose, mais bon, ça montrerait au moins que nous, les Européens, nous ne pouvons pas tolérer ça. Merci.